J'admets, hein, je paraphrase quelqu'un, je suis con, mais quand je vois ce que les gens intelligents font de ce Cameroun, on se pose des questions. Alors, Vanessa et sa famille, elle a été, Vanessa, hein, kidnappée, séquestrée, exfiltrée, bref, tous les mots sont bons pour qualifier l'acte un peu barbare d'une unité de la police. On cite les hautes sources de l'État, moi je mets cette version en doute, mais Vanessa est actuellement hospitalisée dans une clinique. Alors, et sa famille, on nous a présenté par les journaux, via les journaux, une famille d'un misérabilisme à l'extrême. On nous disait qu'elle est issue d'une famille très pauvre. Quand on dit très pauvre au Cameroun, je ne sais pas en quoi on compte la pauvreté, soit c'est les immeubles ou la tête qui est pleine ou vide. Mais moi j'ai vu hier dans une émission de Canal 2, tous à l'antenne, une femme, donc la maman de Vanessa, qui est plutôt une femme ordinaire, normale, qui se bat et qui, me semble-t-il, travaille pour élever ses enfants dans la dignité, même si elle n'a pas un gros chèque en banque. J'ai vu la sœur de Vanessa qui m'a reflété une image d'une jeune fille lambda, camerounaise, bien portante, et donc il y a un problème, il y a déjà peut-être un petit mensonge généralisé, et ça on en parle tout à l'heure, puisqu'à côté du mensonge qui est un état de fait, ça peut devenir ce problème un mensonge d'état. Alors prenons donc toutes les mesures pour qu'on avance. Vous savez que j'ai failli faire cette chronique il y a 2 ou 3, 4 semaines, mais je savais pertinemment qu'on n'a pas encore vraiment eu tous les raccords sur ce problème, et quand il y a un problème qui engage l'enjeu national, il faut y aller vraiment avec timidité. Alors Vanessa, elle a 16 ans. Concevoir quand on a 16 ans dans un pays qui se bat pour sortir de la pauvreté extrême, qui va vers l'émergence, c'est pas banal. C'est un problème parce que les grandes nations aujourd'hui ont une offre pour la jeunesse, c'est-à-dire une jeune fille aujourd'hui ne peut plus concevoir comme on le faisait systématiquement il y a 50 ans. Il y a la contraception, il y a l'IVG, donc il y a panne au niveau des structures de l'État qui s'occupe de l'encadrement de la jeune fille. Justement, on parle des problèmes de femmes et d'enfants. C'est encore le mois de la femme. Enfin, le 8 mars n'est pas encore loi. Si je dis hôpital et je mets un point d'interrogation, vous me répondez quoi? Mais l'hôpital, vous voyez comment c'est un problème général. Nous, on veut mettre les solutions de 2012. Nous voulons mettre les solutions de 1912 en 2012. Il y a beaucoup d'inertie, beaucoup de blocage. Déjà, on va faire vraiment une vraie chronique sur l'hôpital. Il y a beaucoup de nos médecins qui préfèrent soigner des vieux petits blancs sous la neige en France que de venir exercer chez nous. Ils ont de bonnes raisons, le salaire, l'environnement. Et quand on voit ce que nos hôpitaux sont devenus aujourd'hui, donc des petits mouroirs, on se dit qu'il y a quand même un problème. Alors l'hôpital, cet hôpital me pose un problème, c'est que au lieu de recruter des vigiles, au lieu d'identifier systématiquement les personnes, c'est pas faux, il faudrait renforcer les mesures de sécurité. On parle de domotique, mettre une seule caméra dans une allée, acheter même les caméras chinoises, vous les rois du sabotage, ça ne coûte pas cher, mais c'est efficace. Ça nous aurait évité ce long imbroglio. En 2 semaines, tout au plus, on aurait réglé ce problème. En filtrant les allées et venues, en ayant sur les bandes de données dans le PC de l'hôpital, toutes les images, on devait vraiment sans effort nous plaquer là les gens qui ont volé. Donc la sécurité dans les hôpitaux, ça existe, puisque dans tous les hôpitaux du monde, on vole les bébés, mais c'est quand l'indice est élevé qu'on se dit qu'il y a un problème. La sécurité a des niveaux, et c'est à ce niveau primaire qu'on est encore planché, et ça nous bloque, et personne ne propose des solutions efficaces. Le gouvernement, point d'interrogation. Alors le gouvernement, on va dire, doit assumer. Il pêche déjà par l'inaction, ou par le manque de célérité, et surtout par la non-maîtrise des outils de communication. Alors, il y a des nouveaux mots qui sont entrés dans nos vies depuis quelques semaines. La biométrie, tout le monde croit que c'est un épouvantail. Non, il faut expliquer ce que c'est. Et puis plus tard, quand on parlera du procureur, je vais revenir sur l'ADN. Alors, l'action du gouvernement, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Issa Tiroma. On s'est vu et sur les studios parisiens et ici, à chaque fois on discute. C'est un technocrate, c'est un polytechnique, c'est un ingénieur de haut vol, mais de grâce, quand il s'agit de l'action gouvernementale et surtout de la communication politique, il faut vraiment aller avec des mesures, il faut aller avec des pincettes. Ce n'est pas parce qu'on vous a donné une fiche, fut-elle remise par un procureur de la République, que vous devez la lire intégralement, parce que là-dessus, il peut y avoir de l'amalgame. Et le mensonge en politique est une arme. C'est permis. Je ne suis pas naïf, vous non plus à la maison. On se sert du mensonge pour asseoir le terreau de son illégitimité ou la légitimité. Mais quand le mensonge devient gros ou un mensonge d'État, ça pose un problème et ça montre que ça décrypte et ça coince là à ce niveau aussi.
L'opinion publique, Marcel Bissok. Alors l'opinion publique, d'une part, moi je vais saluer le rôle de la presse qui s'est souvent un peu emmêlé les pédales, mais elle a été importante et capitale parce qu'on a quand même vu la presse unanimement se dire non, on ne peut pas laisser passer ça. Alors les gens, les gros titres se sont mobilisés dans les gros journaux, avec de grosses plumes, ça fait du buzz. Et sur le net, les relais sociaux, Facebook, Internet, même les gens lambda, tous les jeunes Camerounais qui savent surfer, on dit quelque chose sur ce phénomène, cet épiphénomène, Vanessa, qui est devenu un gros phénomène aujourd'hui. Alors là, il y a quand même lieu de se satisfaire parce qu'aujourd'hui, les gens sont témoins de leur propre vie, ils veulent prendre leur destin en main, ils n'attendent plus qu'on leur dise ce qu'il faut faire. La liberté est dans la rue, la liberté ne peut pas être traquée, même dans les cars de police. Alors que dit le procureur justement en charge de cette affaire? On a parlé de l'action du gouvernement, mais on voulait citer également, avec votre permission, la pauvreté de la proposition de Catherine Bakambok. Et vous voyez, peut-être c'est pas sa faute, mais comment on ne peut pas revoir le circuit d'adoption? C'est facile. Tant que vous durcissez les lois, parce que d'un côté on parle de la magistrate, je veux bien croire, mais si les gens arrivent à ce désespoir extrême, à vouloir à tout prix arracher, avoir un bébé, c'est parce que les conditions légales sont peut-être très dures. Est-ce qu'il ne faudrait pas assouplir? Et d'un autre côté, le misérable, dans nos orphelinats, il ne manque pas de bébés au Cameroun, surtout en Afrique. Vous voyez que Sarkozy n'hésite pas à venir sauver des Français mal intentionnés qui vont voler des bébés au Tchad, parce que ce problème d'adoption est un problème mondial. Mais chaque État facilite les lois. Est-ce que c'est au niveau de Bakambok? On se pose des questions. Alors on parlait du procureur pour que je ne me perde pas. Alors moi je veux bien, vous avez vu le procureur Ntamak, j'ai tout le respect pour le judiciaire. Ils sont brillants. C'est pas là le questionnement essentiel. Mais maintenant, il y a un problème de fond. Il faut recycler nos cadres au Cameroun. Il faut à tout prix se remettre à l'école du savoir, se remettre en question et vraiment se mettre en difficulté. Vous voyez, la justice évolue, les méthodes scientifiques également. Quand un procureur de la République, de grâce, vient déclarer qu'on n'a pas pu avoir l'ADN d'un enfant parce que le corps était en décomposition, mais nous sommes regardés par le monde entier et les gens se disent mais que font ces fous camerounais? Une fois de plus, ils veulent recréer le monde. C'est pas possible. Je peux vous rappeler ici, à titre d'exemple, que un seul petit cheveu de Toutankhamon disparu il y a 7 siècles a permis de remonter sa trace ADN. L'ADN, c'est tout ce qu'il y a de plus banal. C'est notre... C'est vrai, je sens que c'est technique, hein. Personne n'était habitué à ces termes. Mais aujourd'hui, avec l'ADN, vous pouvez juste prendre une petite part d'un tissu du bébé pour retracer l'ADN sans même toucher son corps. Alors, on ne peut pas expliquer à la face du monde parce qu'il y a des gens intelligents. Nous ne sommes pas tous bêtes et cons au Cameroun. Il y a des gens qui nous écoutent et quand ça vient, quand un grossier mensonge qu'on peut mettre sous le coup de l'ignorance vient d'un procureur de la République, je pense qu'il y a matière là à débat et ça ne laisse personne indifférent, même dans les hautes sphères de l'État. Eh bien, le président de la République dans toute cette affaire? Oui, mais certains vont dire que Paul Biya n'est pas à l'écoute du peuple. Je ne peux pas le dire, moi. C'est vrai que on dit aussi qu'il a fallu qu'à Genève, les gars marchent avec des cercueils, avec des banderoles pour dire remettez le bébé volé pour que le chef de l'État prenne conscience. Mais non, il faudrait juste rappeler que quand on est dans la posture de Paul Biya aujourd'hui, enfin quand on est président de la République, on ne réagit pas de manière épidermique. C'est vrai que l'opinion voudrait que ça aille vite, que Biya coupe les têtes tout de suite. Oui, il va les couper, mais si on coupe les têtes de tout le monde et tout de suite, tout et tout de suite, ça fait la loi, ça fait Antigone et c'est pas beau. Donc le chef de l'État a besoin de la hauteur nécessaire enfin je ne le dédouane pas forcément, voilà. Je suis pas son employé, je suis pas son porte-parole, mais le chef de l'État dans cette posture a souvent besoin d'avoir les tenants et les aboutissants pour prendre une décision et la décision juste. Alors il a coupé les têtes comme on dit à l'hôpital général et justement qu'a-t-il dit à la nouvelle équipe qui arrive? Je rappelle à titre exceptionnel que c'est tous des professeurs, des intellectuels de haut vol, mais leur démarche sociétale est banale, c'est-à-dire est brutale. Ça veut dire chez nous on continue à former les hommes pour les diplômes, mais on ne les apprend pas à s'intégrer dans la société, à comprendre le milieu dans lequel ils vivent. Un professeur de rang magistral peut appeler simplement la pauvre Vanessa Tchadchou et sa famille, et là on entre dans le domaine de la psychologie, parce qu'au lieu d'envoyer des sbires de la police, je pense qu'elle a besoin, cette Vanessa, d'un gros quart de psychologues, de neurologues, de chirurgiens, bref, d'intellectuels. C'est avec ça qu'on va terminer parce qu'il nous reste juste 1 minute.
minutes avant la revue de presse, malheureusement, et on va pouvoir discuter avec le Dr Emile Toukam. Marcel Bissot, je vous le disais, qu'on n'aurait pas le temps, justement, de pouvoir parler des canaux qui vous concernent aussi. Bon, allez, on veut que vous souhaitez de passer une très bonne journée. Le Dr Emile Toukam dans quelques secondes pour nous, et après on retrouve la revue de presse. À tout de suite.